Bonjour à vous et bienvenue à ce 12e cours de faits et institutions économiques. Alors, j'ai décidé pour les 2 prochains cours de reprendre un petit peu la main. Vous avez déjà bien bossé sur la ligne du temps, j'ai vu des très chouettes résumés des différentes vidéos sur le capitalisme. On a vu un petit peu des petites vidéos à droite et à gauche pour la, microéconomie. Et bon, ben maintenant, il est temps de passer à la macro. J'ai pas quelque chose de suffisamment, à la fois simple et complet pour vous expliquer tout ça. Donc, beh, je on va le faire, entre nous, tranquillement. Et c'est important d'aller, directement, aux choses, clés de la macroéconomie parce que, suite à la visite à la Banque nationale de Belgique, vous avez vu que le rôle de la banque centrale, enfin la Banque nationale belge, est, chapeautée par la Banque centrale européenne, c'était d'une part de, régler l'inflation, hein, une petite inflation pas trop grande, hein, juste sous les 2 théoriquement, c'est ce qu'on essaye d'avoir pour toute une série de raisons, que vous avez découvert, à la Banque nationale. Et l'autre chose, c'est, de contrôler un petit peu, ce que font les banques pour maintenir la confiance. Et donc, heu, inflation, confiance sont vraiment 2 variables macroéconomiques, qui sont clés et c'est important de comprendre pourquoi. C'est l'objectif de, ce cours aujourd'hui. Alors, pour rappel, on a vu la microéconomie qui était l'analyse des comportements individuels des agents économiques sur un marché, hein. Et maintenant, on va attaquer la macroéconomie. Donc, on dit qu'elle étudie les agrégats macroéconomiques. Donc, c'est une vue un peu plus statistique, on va dire ça comme ça, hein. Ce qui est surtout clair, c'est qu'on va s'intéresser à toute une zone économique, hein, souvent une nation ou dans notre cas, l'Europe est une bonne zone à analyser. Alors, pour, comprendre ça, je vais, utiliser le modèle qu'on appelle OGDG. On voit souvent dans la littérature plutôt le modèle ASAD, c'est dû à la manière anglaise, de le dire. Aggregated Supply et Aggregated Demand pour offre globale et demande globale. Alors, c'est pas un modèle, qui est une boule de cristal, hein, il ne dit pas toujours la vérité, mais il aide à, comprendre, très rapidement quelles sont les dynamiques, macroéconomiques. Donc pour ça, on va, mettre en ordonnée, hein. Vous savez qu'en microéconomie, on avait mis en ordonnée le prix d'un bien sur un marché. En macroéconomie, on va vouloir, aussi parler d'un prix, mais c'est une moyenne proportionnelle des prix de l'ensemble des biens trouvés sur un territoire pendant une période donnée, hein. Et ben, c'est l'indice des prix à la consommation et on a bien regardé, à la Banque nationale belge, comment est-ce qu'on calculait, cet indice des prix à la consommation. En fait, il y a réellement un panier de biens de consommation courante et on va regarder finalement l'évolution de ce panier avec, et ce panier comprend une proportion différente, de choses et d'autres. En général, des biens de consommation courante, mais on trouve aussi des choses, un peu plus, atypiques, hein. On a vu notamment qu'on allait faire entrer le prix du tatouage dans ce panier, hein, donc il y a vraiment énormément de choses dans ce panier. Alors il y a évidemment des composantes du panier qui sont plus importantes que d'autres, hein. Beh, par exemple l'essence, hein, le prix de l'essence, ça c'est une composante assez, importante. Voilà, l'indice des prix à la consommation. Alors, dans l'autre dimension, on va, mettre ce qu'on appelle le produit intérieur brut. Parce que rappelez-vous, en abscisse, on avait mis en macroéconomie la quantité demandée ou offerte d'un bien sur un marché.
hein, et puisque en croisant prix et quantité, enfin on avait un rapport entre prix et quantité en croisant offre et demande sur notre graphe microéconomique. En macroéconomique, c'est aussi une quantité, mais c'est la quantité totale de biens et de services produits dans toute l'économie, donc dans toute cette zone, pendant une période donnée. On appelle ça le produit intérieur brut, hein, et on le note parfois aussi Y ici sur le graphe. Alors, dans une économie fermée, c'est-à-dire sans exportation et sans importation, Y, hein, égale le PIB, égale le revenu national. On dit parfois aussi PNB pour produit national brut. S'il n'y a pas d'exportation et d'importation, alors le PIB égale le PNB. Voilà. Oui, revenu égale dépense, si c'est fermé. Alors maintenant qu'on a, si vous voulez, le cadre dans lequel on va réfléchir, on va aller mettre, sur, ce graphe, on va aller mettre la demande. Alors en microéconomie, rappelez-vous, la demande, hein, est la demande des consommateurs d'un bien et d'un service sur un marché bien défini. Et cette demande est bien la somme des demandes individuelles, hein. Donc voilà, admettons que j'ai un espèce de tout petit marché avec 3 personnes qui demandent chacun, enfin qui ont chacun besoin de d'une patate par jour, hein, c'est ce qui vient après d'eux. Ah bah, c'est clair que la demande par jour, c'est 3 patates puisque, hein, il y a 3 personnes qui veulent chacun une patate. OK. Hein, ici, on est en macro et donc la demande globale ou aggregated demand en anglais, hein, est la demande totale de biens et de services dans toute l'économie pour un temps et un niveau de prix donné. Euh, alors évidemment, comme j'ai la demande de tous les biens en même temps sur cette graphe, on n'aura pas ce qu'on appelle d'effet de substitution. C'est-à-dire que si on prend un bien plutôt qu'un autre, eh ben, ça change rien pour ma demande globale, du moment qu'on consomme quelque chose. Mais il y a bien un effet de revenu, c'est-à-dire que cette demande globale, elle va bien être décroissante, hein, en fonction de l'indice des prix à la consommation, parce que, hein, comment dire, au plus les prix sont chers, au moins je peux dépenser, donc il y a un effet de revenu, hein, et donc la quantité échangée est moins grande. Voilà. Heu, je vous ai mis, l'équation excusez-moi, de la demande globale, hein. Et on va voir comment est-ce qu'on la construit, donc c'est pas la peine de la retenir par cœur. On va voir que, avec le circuit économique qu'on a vu au premier cours, eh ben, vous allez tout de suite comprendre comment est-ce qu'on la construit. Je vais vous montrer ça un peu plus en avant, hein. Donc c'est bien égal à C pour la consommation, des ménages, hein, plus I pour l'investissement, toujours des ménages, mais via les institutions financières, plus G qu'on appelle les dépenses gouvernementales, hein, et finalement plus, la balance internationale, donc c'est exportation moins importation, hein. Et tout ça finalement, ça constitue une demande en biens variés, et et donc elle va pouvoir bouger cette demande aussi en fonction d'événements extérieurs. Très bien. 2e ajout sur notre, graphe ASAD. Alors on sait que, l'offre en microéconomie, c'était simplement l'offre des producteurs, qui était la somme des offres individuelles des producteurs sur un marché. En macroéconomie, c'est l'offre que l'ensemble des entreprises et des entrepreneurs individuels d'ailleurs, mettent sur le marché dans toute l'économie pendant une période donnée et pour un niveau de prix donné, hein. C'est l'offre globale agrégée ou aggregated supply. Alors, hem
elle est plus compliquée à analyser, hein. Si je devais faire une équation de AS, à long terme en tout cas, ça poserait plus de problèmes. Ce qu'on va surtout retenir, c'est qu'à court terme, hein, à court terme, elle est, heu, uniquement influencée par les coûts de production. Or, cette manière de voir les choses est issue de la théorie du producteur que on n'a pas vu en détail ensemble parce que c'est relativement complexe, mais intuitivement, on comprend que si les coûts, le coût du travail notamment est pas trop cher, eh ben, je vais avoir tendance à plus produire. Donc si le coût des différentes choses dont j'ai besoin pour produire va être moins cher, ben, ça va me permettre de produire plus, hem et ça va être plus intéressant de produire plus pour maximiser mon profit, hein, c'est comme ça qu'il faut le voir. Voilà, à long terme, c'est plus compliqué à expliquer et donc je vais passer cet aspect-là des choses. Très, très bien. En fait, si je peux quand même dire que à long terme, la, la capacité de production peut être augmentée par l'anticipation des producteurs d'une demande future. Ça, c'est, hein, donc ça joue très fort aussi, hein, sur une notion de confiance dans le futur. Hein. On va voir que ce rôle de et ça, c'est pour ça aussi que, hein, la Banque nationale doit veiller à la confiance, dans le système financier, parce que c'est ça qui permet d'alimenter la production aussi. Très, très bien. Hem, donc on va voir que, ce graphe ASAD, il va pouvoir, voilà, être modifié par des conditions externes. Il y a des moments où la demande va augmenter et il y a des moments où l'offre va augmenter ou diminuer. Et c'est intéressant d'essayer d'anticiper comment est-ce que, ça va, augmenter parce que l'indice des prix à la consommation et le produit intérieur brut est réglé, si vous voulez, par l'intersection entre, la demande globale agrégée et l'offre globale agrégée, hein. À cette intersection, on peut, anticiper quel va être le niveau des prix et le PIB. Alors c'est clair que si il y a une différence dans l'indice, des prix, et ben, c'est ce qu'on va appeler l'inflation, hein. Et donc, heu, c'est OK que les prix augmentent légèrement à intervalles réguliers, hein. C'est pour ça qu'on dit on essaye, enfin la Banque, nationale et la Banque centrale européenne essayent que les prix augmentent régulièrement un peu en dessous des 2 et ça crée un petit peu d'inflation. Mais, hein, donc c'est cette augmentation de l'indice des prix à la consommation qu'on veut régler, qu'on veut mettre sur une douce augmentation, mais pas trop, hein. Voilà, heu et si en tout cas c'est la demande, qui augmente, et ben ça va aussi, hein, générer une légère croissance, une augmentation du PIB, c'est la croissance économique. Donc ça veut dire une augmentation des échanges à l'intérieur, hein, de la zone. Et ça c'est en tout cas, on considère dans la théorie économique classique que c'est quelque chose de très bien parce que, hein, ça veut dire que tout le monde, peut consommer plus, hein, donc ça dans une notion de bonheur matérialiste, tout ça est très bien. Voilà, donc ça c'est le modèle, simplifié, qu'on a avec des variations de la demande globale et de l'offre globale aussi, hein. Et on voit que alors ici je vous ai mis qu'un exemple avec l'augmentation de la demande, globale, hein, donc qui offre une certaine inflation
et une certaine croissance. Si jamais, ça allait dans l'autre sens, beh, ça aurait été une décroissance avec une diminution des prix. On peut voir aussi que si on fait, bouger, l'offre, et ben, on pourrait avoir une augmentation des prix avec une diminution de la croissance ou, et ça c'est peut-être le mieux, hein, dans ce modèle, de la croissance, ce serait une augmentation de la production avec une diminution des prix. Là, ça, en tout cas pour le consommateur final, ça ce serait très bien, ça veut dire qu'on pourrait consommer plus à moindre prix. Alors rajoutons, ici 2 notions, celle, du PIB de plein emploi, c'est-à-dire que finalement on peut essayer d'aller jouer sur l'offre globale et la demande globale pour, faire glisser ce PIB vers la droite, mais il y a un moment où, enfin, pour un niveau de technologie donné, tout le monde travaille et là, on arrive à ce qu'on appelle le PIB de plein emploi. C'est-à-dire, c'est le PIB maximum qu'on peut obtenir étant donné un certain niveau de la technologie. Alors évidemment, à long terme, on peut faire des avancées technologiques et à ce moment-là, essayer de repousser ce niveau de PIB de plein emploi. Mais on a d'autres soucis dans nos économies, c'est qu'on n'est même pas encore jusque-là parce qu'on n'arrive pas à avoir le PIB de plein emploi puisque on a du chômage, hein. Et donc, finalement, la différence entre le PIB actuel et le PIB hypothétique de plein emploi, eh ben, c'est un indicateur du chômage, hein. Et on sait que c'est vraiment, le chômage, c'est quelque chose qui nous préoccupe pas mal, hein, quand les gens n'ont pas de travail, ça pose des problèmes, on va dire ça comme ça, hein. Et donc classiquement, hein, le politicien, qu'est-ce qu'il nous vend? Et ben, il nous vend le plein emploi et la croissance. Voilà, en tout cas, c'est ce qu'on nous a vendu pendant des années et des années. On dit: «Ben voilà, votez pour moi, grâce à moi, vous aurez du travail et de la croissance». Ça veut dire finalement la possibilité de consommer plus, consommer des biens matériels, mais aussi des services, hein. Et il y a une espèce de, voilà, d'émulation comme ça, matérialiste, consumériste, hein, qui s'est fait pendant plein d'années en disant: «Beh voilà, nous, on va travailler pour pouvoir consommer plus». Hein, c'est l'idéologie qui est vendue. Très, très bien. Alors, avant, alors là, on a excusez-moi, je reviens un peu en arrière. I ici, on a donc tout, sur papier pour comprendre un petit peu la manière de réfléchir, hein. Je vous rappelle qu'on a l'inflation et ça, on a bien vu, ce que c'était à la Banque nationale. On a le PIB et ça, je vais vous expliquer maintenant, ce que, comment est-ce qu'on le calcule, hein. Et donc avec, ce PIB, on va avoir cette notion de croissance et puis on a, ce rapport qui est, finalement, s'il y a une augmentation de la demande, et ben, on aura une augmentation des prix et une croissance et s'il y a une augmentation de l'offre, on aura une diminution des prix et de la croissance. Donc on voit d'abord, hein, parce que souvent, on se pose une question, on appelle ça des politiques de l'offre ou des politiques de la demande. On a tout intérêt à, pour autant qu'on soit dans cette dynamique de volonté de croissance, à, plutôt pousser l'offre que pousser la demande. Parce que si on pousse l'offre, ben, ça va créer de la croissance par une diminution des prix et donc tout le monde pourra plus consommer, hein. Alors ça paraît le le paradis du matérialiste, hein. Et donc c'est pour ça que, hein, dans tout ce qui est, libéralisme, hein, on a vu qu'il y avait souvent, la liberté de marché qui était confrontée avec l'interventionnisme, hein, schématiquement, un petit peu représenté, à droite, on a plutôt les libéraux et à gauche, on a plutôt les interventionnistes, les socialistes, hein. Voilà. Et mais donc on voit que, ici, on a intérêt, si on veut créer, de la croissance, alors
OK, il y a le principe qu'elle soit, égale pour tous ces croissances n'est pas mis sur papier, hein, mais voilà. Mais donc si on veut créer de la croissance moyenne, on a intérêt à, plutôt subventionner les entreprises plutôt que de pousser les ménages à consommer, hein. Donc là aussi, il y a un espèce d'antagonisme où, on a les libéraux qui disent: «Ouais, plutôt subventionnons plutôt, ceux qui travaillent, hein, et les ou taxons les moins, hein, entendons-nous bien», et les autres qui disent: «Oui, mais non, il faut aussi que cette répartition des richesses se fasse de manière égale, donc plutôt, essayons plutôt de favoriser, la demande». Alors, bon, on comprend bien qu'il faut faire les 2 en fait, hein, et ça c'est vraiment le s'il y a une conclusion à avoir sur cette première partie du cours, c'est qu'il y a toujours un équilibre à trouver entre libre marché et interventionnisme, hein, voilà, il faut que les 2 arrivent pour avoir l'optimum de croissance, en tout cas. Voilà, on va voir qu'on a d'autres problèmes qui vont, arriver, mais ça, ce sera pour le cours prochain. Alors voyons le produit intérieur brut, hein. J'ai piqué une petite présentation ici qui me semblait pas mal du tout, d'un monde simplifié, hein, avec une petite économie, hein. La petite économie, c'est l'île que vous voyez là, à droite, hein. Une économie, ouais, primitive, enfin en tout cas une toute petite économie qui vit en autarcie, donc ça c'est important, dans un premier temps, on dit que le circuit est fermé, c'est-à-dire qu'il y a pas d'exportation, il y a pas d'importation dans le petit modèle que je vais vous montrer, et il y a, 3 types de métiers, on va dire, sur cette île. On peut soit être agriculteur, hein, c'est-à-dire, planter des légumes, et des céréales. On peut aussi pêcher ou on peut planter, des arbres, hein, la sylviculture. Donc ça, c'est les 3 types de métiers qu'on a sur notre économie, dite primitive. Donc ça sous-entend un tas d'hypothèses, ça veut dire que tout ce qui est produit est consommé sur place, hein, il y a pas de on va pas faire de stock, ça va nous aider à réfléchir plus simplement. Donc il y a pas de stock de produits finis. Il n'y a pas d'agent État, hein, ça veut dire qu'il y a pas d'impôts, et il y a pas de subventions, et finalement personne n'épargne. OK? Donc ça, c'est de nouveau une espèce de simplification, mais qui va nous permettre de, réfléchir plus aisément dans un premier temps. On verra après comment complexifier le modèle. Alors l'unité monétaire qui est utilisée, c'est des UM, hein. Si ça vous perturbe, vous pouvez dire qu'ils utilisent des euros, mais le principe est le même. Voilà. Alors, là, on a schématisé nos, différents secteurs, hein, dont A, pour agricole, P pour pêche et S pour sylviculture. C, c'est pour la consommation, et on a, hein, le secteur agricole qui effectue des ventes, hein. Avec du son, hein, c'est une partie des céréales, il réalise des appâts vendus pour le secteur de la pêche et il les vend à 10 unités monétaires. Ok, donc c'est tous les agriculteurs vendent du son à tous les pêcheurs pour au total 10 UM sur une certaine période. Il fabrique aussi du compost, hein, qu'il livre au secteur de la sylviculture, hein, ceux qui plantent des arbres, pour 5 unités monétaires. Et finalement, l'essentiel de la fabrication est destiné à la consommation finale, hein, les gens qui vont manger des légumes et des céréales. Et là, on vend ça au consommateur final pour 60 unités monétaires. Donc le total, hein, je vous laisse rapidement calculer, mais ça va vite, 75 unités monétaires, hein, vendues par l'agriculteur, enfin les agriculteurs. Voilà. Alors passons maintenant au secteur de la pêche. Eh ben, lui aussi, la pêche, avec les résidus de poissons, il fabrique des bons petits engrais pour le secteur agricole pour 5 unités monétaires.
Il écoule une autre part de ses engrais pour le secteur de la sylviculture pour 5 unités monétaires et le gros, hein, il le vend, ce sont les poissons qui vend au consommateur final pour 30 unités monétaires. Donc l'ensemble des pêcheurs vendent, vous l'avez compris, pour 40 unités monétaires au marché. Finalement, le secteur de la sylviculture, il va livrer des planches pour que les agriculteurs fassent leurs cabanes pour 15 unités monétaires. Il va livrer des planches pour que les pêcheurs fabriquent leurs barques pour 20 unités monétaires. Et les consommateurs finaux, ils achètent des meubles pour 15 unités monétaires. Donc, total fait 50 unités monétaires. Voilà. Alors, calculons le PIB, hein, ou le PNB, puisque ici c'est une économie fermée, donc l'un égale l'autre. Hein, pour info, évidemment, le produit national brut est égal au produit intérieur brut plus le revenu des facteurs versés au reste du monde. On a bien compris. Et ben non, ça fait pas 165 unités monétaires. Hein, ça aurait été tentant, hein, de dire ben voilà, hein, c'est tout ce qu'a vendu les agriculteurs, plus tout ce qu'a vendu les pêcheurs, plus tout ce qu'a vendu les sylviculteurs. Mais non, mais non. Qu'est-ce qui se passe? En fait, ben oui, par exemple, l'agriculture a vendu pour 75 unités monétaires, mais ils ont aussi acheté pour 20 unités monétaires, 5 aux pêcheurs et 15 aux sylviculteurs. Donc si je vais vouloir calculer mon produit intérieur brut, je vais devoir calculer la valeur ajoutée. Cette valeur ajoutée, c'est ce qu'on a vendu moins ce qu'on a consommé. Ok. Et donc ça nous fait 75 moins 20, donc 55 de valeur ajoutée. Hein. La valeur ajoutée, c'est ça, hein, c'est là-dessus qu'on est taxé, par exemple, avec la TVA. Hein, donc c'est vraiment quelque chose qu'on mesure assez efficacement à l'intérieur d'une économie. Idem pour mon secteur de la pisciculture, enfin de la pêche, excusez-moi, 40 moins 30, ça fait 10 de valeur ajoutée, et la sylviculture, 50 moins 10, 40 de valeur ajoutée. Donc, dans l'optique dite de production, donc c'est une manière de mesurer le PIB, on va avoir le PIB égale la somme des valeurs ajoutées, et donc 55 plus 10 plus 40, ça fait bien 105. Et on voit que ce 105 égale aussi la somme de ce qui a été consommé par les ménages. 60 plus 30 plus 15, ça fait bien 105 aussi. Alors ça, c'est intéressant parce que c'est une deuxième manière de mesurer le PIB, c'est la somme de ce qui a été consommé. Donc on a déjà deux manières de le mesurer, somme des valeurs ajoutées et somme de ce qui a été consommé. Très très bien. Alors, on peut aussi, hein, dans l'optique revenu, dire que c'est la somme de tous les revenus obtenus. Hein. Donc ça, ben, c'est logique puisque tout ce qui a été créé comme, hein, comme valeur ajoutée termine fatalement à un moment ou un autre dans la poche de quelqu'un. Donc voilà nos trois manières de mesurer. Hein. Et désolé pour le signe, hein, le sigma, là, l'espèce de stigmatisé, ça veut simplement dire somme pour i égale à 1 jusqu'à n. Ça veut juste dire qu'on somme toutes les valeurs ajoutées. Hein. Donc là, vu qu'il y avait trois secteurs, il y avait trois valeurs ajoutées. Hein. Donc c'est i égale 1, c'est la valeur ajoutée des agriculteurs, plus i égale 2, la valeur ajoutée des pêcheurs, plus i égale 3, la valeur ajoutée des sylviculteurs. Hein, voilà, c'est une méthode barbare pour décrire simplement que c'est la somme de toutes les valeurs ajoutées, la somme de toutes les consommations et la somme de tous les revenus. Alors, si on prend
Hein, il n'y a pas vraiment besoin de retenir ça parce que, on a déjà parlé du circuit économique au premier cours et si on reprend notre circuit économique simplifié, hein, on a nos ménages et nos entreprises puisque tout le reste, hein, on l'a bazardé pour le moment, hein, et donc on aura, finalement ces flux, hein, entre, revenus en monnaie, hein, j'ai mis euros ici même si on a dit en unité monétaire et le flux de travail ou le flux de biens, c'est-à-dire le flux réel qui compense ce flux monétaire, eh ben, on va avoir dans notre économie finalement différents endroits où on peut mesurer l'intensité de ce flux. Et donc l'intensité de ce flux, c'est simplement le PIB. Très bien. Alors, on va rajouter le rôle de l'État, les exportations, les importations, les banques, éventuellement le stockage de biens, l'épargne certainement, hein, et bon, le PIB, l'inflation, ça, vous avez déjà compris comment ça fonctionnait. Donc j'ai repris, c'est juste, que j'ai piqué ici un autre circuit, mais le système est le même, hein. Vous avez les ménages à gauche et les entreprises à droite. Donc ça, le système est bien, hein. Les ménages détiennent les ressources productives qu'ils offrent aux entreprises en échange d'un revenu qui leur permette de financer leur consommation de biens et de services. Et les entreprises regroupent tous les agents engagés dans les productions de biens et de services, hein, aussi bien entreprises individuelles, sociétés, voilà, de tout type, on va dire ça comme ça. Et on retrouve ici une des manières de mesurer, c'est-à-dire de mesurer, hein, le flux monétaire ici qui va des consommateurs aux entreprises. Et on dit, bah, ok, hein, dans ce système simplifié, les dépenses des ménages, hein, qu'on va appeler C, hein, eh ben, c'est le PIB. C'est le PIB. Ok. Alors rajoutons un deuxième acteur, les marchés financiers. Alors qu'est-ce qu'ils font les marchés financiers? Ils rassemblent notre épargne, hein, donc si on estime qu'on a trop gagné de sous, enfin qu'on a en tout cas qu'on ne veut pas tout dépenser, en tout cas pas tout de suite, hein, eh ben on va aller placer notre argent à la banque, que ce soit les ménages ou les entreprises d'ailleurs, elles peuvent faire ça. Et en échange, eh ben, ces marchés financiers, elles vont prêter aux entreprises. Et donc, il y a une certaine, il y a un certain investissement, hein, des ménages et des entreprises auprès des entreprises. Et donc maintenant, on va se dire, oui, mais alors, cet investissement, il va aussi, hein, générer une augmentation du flux monétaire. Oui, et avec en compensation, d'autres flux, donc ça va augmenter aussi l'économie, hein. Et OK, beh, donc la demande globale maintenant si on rajoute les banques, hein, et leur, rôle intermédiaire entre l'épargne et l'investissement, eh ben, on va avoir la demande globale égale la consommation des ménages plus l'investissement. Alors on continue. On continue et on va rajouter l'État. Alors l'État, qu'est-ce qu'il fait? Il récolte des impôts, hein, des taxes, et éventuellement, il aide aussi, hein, les ménages les moins fortunés. Il peut aussi donner des subventions aux entreprises. Et donc, heu, on va avoir les dépenses publiques, hein, qui vont être, un G, hein, qui vont être la consommation du gouvernement, hein, et plus l'investissement éventuel qu'il peut faire, dans les entreprises. Et ça, on va appeler G et ça va aussi augmenter le flux monétaire, hein, et donc augmenter, les transferts dans l'économie et donc augmenter la demande globale. Et donc, le PIB ou la demande globale, hein, va être égal à C plus I plus G. Ok.
On rajoute finalement le reste du monde avec des importations, hein, puisqu'ici on regarde le flux monétaire, donc l'argent avec des importations, ben, l'argent sort et va vers le reste du monde. Les exportations, là l'argent rentre et va vers les entreprises. Et donc l'équation finale de notre demande globale, c'est la consommation des ménages, l'investissement, les dépenses gouvernementales et la balance, exportation moins importation. Voilà, et ben ça c'est intéressant parce qu'on a donc l'équation de notre demande globale. Cool! Cool. Alors, regardons ici un petit peu, comment ce produit, intérieur brut a, augmenté. Ben, on voit que, on a été relativement bon pour, augmenter ce produit intérieur brut. Donc on a eu une bonne croissance. Hem les seules choses qui ont un petit peu, atténué ça, hein, bah, les chocs pétroliers bien sûr, hein. On voit 1980 là, il y a eu hop, il y a eu un bon petit coup. On voit un bon petit coup en 2008 aussi, hein, et à quel point on a eu du mal à, récupérer, la crise des subprimes. Bon, en Belgique, on se débrouille pas trop mal. Bon, évidemment, ce graphe s'arrête en 2018, hein. On va bientôt avoir on aura sur le graphe la crise du Covid, ça, il faut pas s'inquiéter. Mais donc, globalement, ce système de croissance a assez bien fonctionné, hein, donc on a, de manière régulière eu, une croissance, au sein de nos pays respectifs. Très, très bien. Alors, je reviens un petit peu en arrière sur cette équation, consommation, investissement, dépenses gouvernementales et exportation moins importation. C'est bien sûr ça que la Banque centrale européenne va regarder alors aussi le coût, des matières premières, hein, ou des différentes choses que les producteurs ont besoin pour produire. Mais donc ça va être très intéressant pour la Banque centrale parce que si elle peut surveiller ces différentes variables, elle va pouvoir anticiper, hein, dans quelle mesure il va y avoir inflation ou pas et donc pouvoir jouer sur son taux directeur, hein, afin d'augmenter la masse monétaire et régler cette inflation pour qu'il y ait une certaine stabilité des prix, hein. Et une croissance aussi, hein, quelque part, ils ont beaucoup cherché à stimuler la croissance. Bon, ça c'est quelque chose sur lequel on reviendra probablement. Mais voilà. Et alors ce qui est marrant, c'est que finalement, ce qui influence, et selon moi, hein, ce qui influence le plus, cette demande et cette, production globale, c'est une espèce de confiance dans le futur, hein. Et donc, d'ailleurs, ils vont mesurer, hein, il y a voilà, des statisticiens qui mesurent la confiance des consommateurs et la confiance des producteurs. Et c'est une des variables qui explique le mieux, finalement, l'évolution future, de ces prix, hein, de cette inflation et de la croissance. Évidemment, cette confiance se base sur enfin, on espère, hein, sur des données, réelles, hein, notamment, le prix du pétrole, ça c'est quelque chose, qu'on va aussi, fortement surveiller. Mais donc on a une série de variables clés comme ça qu'on surveille avec pas mal de variables subjectives, hein, de finalement si les gens se sentent bien, ils ont tendance à plus acheter, à plus consommer. Et si les producteurs se sentent bien, ils ont tendance à plus produire, hein, et donc on va mesurer et surveiller tous ces indicateurs pour pouvoir, anticiper, une inflation future et donc régler le taux directeur. Voilà, voilà. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, pouvez aller voir cette petite vidéo, elle fait 3 minutes et je la trouve assez bien pour expliquer, ce que c'est le PIB.
Voilà, voilà. Hein, aussi parce que ce qui est important pour pouvoir comparer les pays, c'est de faire un PIB par habitant. Hein, et beh, on va voir aussi que vous verrez ici que le PIB a des limites. Je pense que je vais en parler. Voilà, ici, hein, donc les limites du PIB, par rapport à un indicateur du bien-être, hein, puisque, voilà, c'est ce qu'on nous vend. On nous dit: «Voilà, vous allez avoir le plein emploi et de la croissance, donc en gros, votez moi pour avoir ça et si on a le plein emploi et de la croissance, on va être tous très, très heureux». Ça, c'est ce qu'on nous dit. Hem, alors, heu, la première chose, c'est que, le PIB ne considère qu'une partie de la valeur créée par, l'économie. Alors, qu'est-ce qui n'est pas, pris en compte? Eh ben, déjà, tout ce qui est, activité non marchande, hein, c'est-à-dire que, voilà, hein, cette vidéo sur YouTube, moi, je la fais pas payer, hein, je la fais, pour le plaisir, hein, donc si quelqu'un regarde ça, ben, j'espère que je lui amène un petit peu de valeur, mais dans les faits, ça va pas être comptabilisé dans le PIB parce qu'il y a pas d'échange monétaire. Or, le PIB, il faut qu'il y ait de la monnaie qui circule pour que l'indicateur soit modifié. Donc tout ce qui est non marchand, hein, voilà, logiciel libre, l'art que vous feriez de manière bénévole. Si vous faites la vaisselle, chez vous, beh, vous amenez de la valeur aussi. Vous avez une belle cuisine bien rangée après, c'est quand même chouette ça, hein, mais pourtant, bah, voilà, ça va pas augmenter le PIB, non. Hein. Voilà, si vous, je sais pas, vous êtes arbitre ou coach dans votre club de sport, préféré, et ben, si vous demandez pas de sous en échange, ça va apporter beaucoup de bonheur à plein de gens, hein, et beaucoup de bien-être, et des services rendus, mais ça n'augmentera pas le PIB. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, ça comptabilise des activités à connotation négative. Admettons qu'il y ait un gigantesque carambolage sur le ring, on va pas dire que c'est quelque chose d'heureux, hein, qu'il y ait un gigantesque carambolage, mais pourtant, les ambulances, elles vont facturer leur, je veux dire, leur service. Les dépanneurs, ils vont facturer leur service. Le service de sécurité aussi, etc., etc. Donc, il va y avoir de grosses dépenses, hein, et ça va être comptabilisé dans le PIB. Donc, s'il y avait une catastrophe naturelle de moyenne ampleur qui activerait l'économie, hein, ou une guerre, pourquoi pas, eh ben, on pourrait se dire que ça active le PIB, hein, du moment que ça ne détruit pas évidemment trop vos ressources productives, hein. Mais donc, il y a toute une série de choses qui sont pas forcément super super et qui pourraient augmenter le PIB. Voilà, au-delà de ça, et ben, évidemment, il ne tient pas compte, de du fait qu'on ait, des ressources naturelles limitées. On parle parfois d'externalité, hein, si vous ça c'est quelque chose qui est assez bien documenté. Donc une externalité, c'est quelque chose que la nature nous offre finalement, et donc elle nous l'offre parce qu'elle recycle, tous les déchets qu'on fait dans une certaine mesure. Bon, ça c'est d'une part, c'est pas comptabilisé. D'autre part, beh, cette nature elle a certaines limites et donc ce qu'on consomme maintenant, bah, il y a des choses qui ne peuvent se consommer qu'une seule fois et donc ça veut dire qu'on ne pourra plus les consommer après et ça c'est quelque chose hein, duquel il faut tenir compte, hein. C'est le fait qu'on puisse, continuer à utiliser les ressources, au même niveau, hein et donc voilà, ça le PIB, tout ça, il ne prend pas en compte, il ne regarde que l'aspect économique des choses. Il y a, quelques propositions de PIB «vert» entre guillemets, avec des indicateurs, plus orientés vers l'écologie, hein. Ils sont selon moi pas encore, super, super au point, il faudrait, encore bien réfléchir à comment est-ce qu'on va calculer les choses et aussi à avoir les chi enfin à mettre en œuvre les mesures pour pouvoir le mesurer correctement.
Et l'autre chose, c'est que le facteur social n'est pas non plus, vous pourriez avoir beaucoup d'argent, mais être très malheureux. C'est probablement le cas de pas mal de gens qui ont bien plein d'argent. Ils sont pas très heureux, et OK, c'est bien de pouvoir, consommer, mais d'une certaine manière, il y a d'autres choses qui sont importants, hein. Donc c'est pas construit comme un indicateur du bien-être ou du bonheur, et finalement, c'est un espèce de raccourci intellectuel qu'on fait que pouvoir consommer plein de choses, c'est être heureux. Alors oui, pouvoir consommer suffisamment de choses pour rester en vie et en bonne santé, on va dire, oui, ça évidemment, c'est intéressant et ça fait partie, c'est la base de la qualité de vie. Mais au-delà de ça, je vous réfère à d'autres cours que je vous donne, le facteur motivationnel, il est pas vraiment là. Il a d'autres dimensions qui sont plus subjectives. Voilà. Euh, oui, il focalise notre objectif sur la croissance économique. Et ça, c'est un problème. Voilà pour le PIB, ce modèle macroéconomique avec l'inflation, la croissance, comment est-ce que la demande globale et l'offre globale vont modifier cette inflation et cette croissance, l'effet sur le plein emploi. Et voilà, ça nous permet d'avoir un petit modèle rapidement compréhensible, et qui donne une certaine vue de la macroéconomie sans rentrer dans des calculs trop compliqués. Très très bien. Alors, on va maintenant parler de l'autre grand modèle qui a toute son importance pour comprendre la macroéconomie plus au niveau international, Ce sont les modèles des avantages absolus et comparatifs, comparatifs de David Ricardo. Ok, allons-y. Alors, l'échange international, il peut être vu comme une division du travail, mais au niveau de groupes sociaux qui sont des pays ou des zones géographiques. Donc, euh, on a bien vu ensemble, dans le cadre du cours d'organisation des entreprises, que voilà, une certaine spécialisation permettait d'augmenter la productivité. Si c'était l'exemple avec le cordonnier et le ferronnier euh, d'Adam Smith. Adam Smith, il va avoir le même raisonnement, mais au niveau de l'échange international. Et donc il va dire, mais en fait, certaines zones géographiques ont des avantages en termes de facteurs naturels, par exemple, il y a du pétrole ou il y a une mine. En termes de climat, il fait plus frais et on sait mieux réfléchir, ou il fait plus chaud, les choses sèchent mieux, ou il y a d'autres légumes qui poussent, etc., etc. Ou voilà, il y a moins de poussière et on peut faire du meilleur acier ou des choses comme ça. Facteur humain, il y a des endroits où il y a beaucoup de population qui s'est rassemblée, et donc il y a probablement des choses plus autour de l'échange qui sont possibles. D'autres où on a beaucoup plus de place, et donc ça va jouer aussi. Alors ce que je dis n'est absolument pas limitatif, effectivement, rien que la mentalité des personnes, ou de leur capacité, due à des choses historiques ou autres, ça va modifier des choses. Et puis en plus, il y a des facteurs techniques, Il y a certains pays qui sont plus industrialisés et plus dans certains domaines. Donc voilà, ou des infrastructures, ici en Belgique, on a un très bon réseau routier, avec un port, des canaux, des choses comme ça. Tout ça, c'est des choses qui donnent, de la matière à de la spécialisation. Donc, Adam Smith,
Dans la lignée de ces considérations sur la spécialisation, hein, il dit, ben voilà, à partir du moment où le coût de production est inférieur dans un pays, eh ben, il a tout à fait intérêt, comme le cordonnier a intérêt à faire des chaussures plutôt que des épées, eh ben, ce pays-là a intérêt à se spécialiser dans la production pour lequel son coût de production est inférieur et à échanger éventuellement avec un autre pays qui aura d'autres avantages que ce premier pays. Et donc, la division internationale du travail va améliorer la situation de tous les pays. Ben, c'est un raisonnement assez correct, hein. Bon, il y a des choses des hypothèses dont on ne parle pas, hein, notamment qu'il y a quand même un coût de transport entre une zone et un autre, hein, si ce n'est que ça. Bon, David Ricardo, vous savez que c'est un grand fan d'Adam Smith, qu'il l'a lu et c'est aussi un bon financier, hein, il a été agent de change. Et lui, il va se dire, ok, c'est bien ce que dit Adam Smith, mais que se passe-t-il si un pays n'est doué pour rien? Ah bah, du coup, il n'aura pas d'avantage absolu, hein, et bon, il va être relégué comme ça au banc du commerce international. Ça lui posait un problème, hein, ou en tout cas, la production va être nulle sur cette zone, hein, ce qui, voilà. Mais d'après Ricardo, ça, c'est pas une bonne manière de voir les choses. Il va développer ce qu'on appelle la théorie de l'avantage comparatif. Hein. Il explique là que si chaque pays se spécialise dans la production pour laquelle son rendement est le plus élevé, hein, peu importe le rendement des autres, hein, il en résulte un bien-être général plus élevé pour tous les pays. Ok, alors pour l'instant on voit pas très clairement ce qu'il a dans la tête, mais il appelle ça, hein, il dit qu'il faut que les coûts comparatifs des produits soient différents dans chacun des deux pays. C'est-à-dire que on ne peut pas, enfin il faut que le ratio d'échange entre les produits soit différent. Ah, très bien, hein. Et il donne un exemple avec des draps et du vin, hein. Et l'Angleterre et le Portugal, entre les deux, il y a une voie navigable praticable, on va dire. Donc ça, hein, de nouveau, ici, l'hypothèse est que l'échange coûte zéro, hein, que le transport et tout ça coûte quasiment rien. Ceci dit, est de plus en plus vrai, parce que le transport coûte de moins en moins cher, hein, ou en tout cas, au cours du temps, il a coûté de moins en moins cher. Voilà. Donc, le petit graphe nous dit là, une unité de main-d'œuvre produit en unité de temps, 15 draps en Angleterre et 12 draps au Portugal. Donc, en Angleterre, on peut, en une journée, faire 15 draps, tandis qu'au Portugal, on peut en faire que 12. En termes de vin, eh ben, c'est équivalent dans cet exemple-ci. On en donnera d'autres où c'est pas équivalent, hein. Voilà. Oui, autre hypothèse, les coûts de production restent constants et ne contiennent que du travail, hein. C'est une théorie que David Ricardo et Adam Smith vont tous les deux euh, euh, élaborer, hein. C'est la théorie de la valeur, donc n'a de valeur que le travail, hein. On sait que ça, c'est une hypothèse qui est un peu compliquée dans la vie réelle. Voilà, très très bien. Alors, un tout petit peu de maths, un tout petit peu de maths, hein. C'est pas grave si vous n'arrivez pas à le refaire, mais juste histoire de vous montrer qu'il y a un raisonnement mathématique derrière, hein. Les coûts comparatifs sont différents puisque l'échange, hein, vu qu'il n'y a que le travail qui a de valeur, l'échange en Angleterre est un rapport de 15 à 300,
hein, puisque une journée de travail vaut une journée de travail, une journée de travail vaut 15 draps, et une journée de travail vaut 300 litres de vin. Hein. Et au Portugal, une journée de travail vaut une journée de travail, une journée de travail vaut 12 draps, et une journée de travail vaut 300 litres de vin. Et ben du coup, hein, quand on échange en fonction du travail qui a été donné dessus, hein, et donc on échange. En Angleterre, unité de drap contre 20 unités de vin, et unité de vin contre un vingtième d'unité de drap. Jusque-là, pas trop compliqué. Au Portugal, eh ben, une unité de drap s'échange contre 25 unités de vin. Ah ben ça c'est important. Hein. Donc c'est dit, voilà, si j'ai un drap, ça vaut 20 unités de vin en Angleterre, et si j'ai un drap au Portugal, il vaut 25 unités de vin. Donc on voit qu'il ne vaut pas la même chose, hein, et dans la même veine, une unité de vin vaut un 25e d'unité de drap. Très bien. Si l'Angleterre exporte 5 unités de drap, elle peut importer 125 unités de vin. Bah oui, hein, ça c'est dû au fait que une unité de drap vaut 25 unités de vin. Donc 5 fois 25, ça fait bien 125 unités de vin. Très très bien. Si elle consacrait une même quantité de main-d'œuvre à la fabrication de vin, elle n'obtiendrait que 100 unités. Hein. Et donc, finalement, on a gagné 25 unités de vin, hein, du fait de l'échange. Alors, évidemment, il va falloir réorganiser nos capacités de production, mais le principe est là. Voilà, hein, et ça va évidemment la même chose dans l'autre sens. Si le Portugal exporte 160 unités de vin, il peut importer 5 unités de draps. Et s'il consacrait la même quantité de travail à faire des draps, il n'aurait que 4 unités. Donc il a tout intérêt à consacrer son temps à faire du vin, même s'il est moins bon, hein, et que c'est juste la même chose de faire du vin, ben, il a quand même intérêt à faire du vin parce qu'après il pourra l'amener en Angleterre où il pourra acheter des draps moins chers avec ce vin. Et ça, hein, ça va réellement être la base théorique pour pousser le monde entier à dire, mais maintenant, il faut échanger. Hein. Parce que, en fait, ces coûts comparatifs, ils sont quasiment toujours différents. Alors là, il y a que deux produits, et bon, vous venez de me dire, ouais, mais on pourrait trouver le cas théorique où ils sont pas différents. D'accord, mais dans la réalité, il y a des centaines, voire des milliers, voire des millions de produits différents. Et donc, il y a toujours un avantage quelque part. Très, très bien. Si jamais vous voulez en savoir un petit peu de plus, en 3 minutes, cette petite vidéo est assez bien faite. Je vous mettrai le lien en bas. Voilà, ça redit plus ou moins la même chose, hein, mais voilà. Alors, j'étais un petit peu perturbé parce que l'exemple donné, ben, ils ont tous les deux la même capacité pour faire du vin. Ici, j'ai pris un pays que je n'ai pas nommé, hein, parce qu'ils sont doués en rien, les pauvres. Hein, ils font moins de vin que les autres et ils font moins de fromage que les autres. Donc, si jamais on avait 3 personnes, hein, pour simplifier, 3 personnes dans chaque pays, et qu'ils produisaient eux-mêmes leur vin et leur fromage. On voit que dans le pays bleu, eh ben, 2 personnes qui font 6 litres de vin chacune, ça fait 12 litres de vin, et une personne qui fait 5 fromages, ça fait 5 fromages. Donc ça, c'est si on fait les choses tout seul. Dans le pays rouge, ben, ils sont moins doués pour faire du vin. Ils arrivent juste à faire 2 litres de vin, hein, par unité de temps. Et ils sont aussi moins doués pour faire du fromage, seulement 4 fromages. Alors, cet exemple montre que, effectivement, on a aussi intérêt à échanger. Parce que on voit que, comparativement, les bleus font mieux du vin, et les rouges font mieux du fromage. Si vous voulez, il faut... ouais, bah, c'est comme ça. Hein. Donc, on peut aussi faire les maths, mais je les ai pas mis ici, mais vous verrez que si vous faites le rapport entre le nombre de fromages et le nombre de vins, hein, vous aurez le taux d'échange entre vin et fromage dans chacun des deux pays. Voilà, donc on décide de spécialiser les bleus en vin où ils ont l'avantage comparatif
le plus grand, donc tout le monde va faire du vin, hein, 6 vins, 6 vins, 6 vins. Et dans le pays rouge, tout le monde va faire du fromage parce que c'est là où ils ont un avantage comparatif, même s'ils n'ont pas d'avantage absolu. Hein. 4 fromages, 4 fromages, 4 fromages. Ça fait 12 fromages et 18 vins. Hein. Et voilà, hein, sur un ratio d'échange, et ça évidemment, il faut quand même que l'échange soit euh, plus ou moins équitable. On voit que dans le pays bleu, ils arrivent à avoir une bouteille de vin, un litre de vin en plus et deux fromages en plus, et que dans le pays rouge, ils ont un litre de vin et un fromage en plus. Tout ça parce qu'ils se sont spécialisés. Hein. Donc on a même intérêt à se spécialiser quand on fait les choses moins bien que les autres, pour autant que on le fasse mieux qu'autre chose. Voilà. Euh, et alors, parfois, et ça je voudrais quand même que, d'abord qu'on tique notre chapeau, hein, qu'on abaisse notre chapeau à tous les gens qui ont bossé à cette libéralisation, parce que souvent on critique beaucoup. Hein, on critique beaucoup la libéralisation, on y voit des dangers qui sont, c'est pas qu'ils sont absents ces dangers, il y a des dangers, mais si on regarde le niveau de ce qu'on appelle de pauvreté extrême dans le monde, eh ben, malgré que ce niveau de pauvreté extrême est, comment dire, on considère que maintenant il faut gagner plus pour ne pas être extrêmement pauvre, malgré que la population est augmentée de manière significative, eh ben, on voit que le niveau de pauvreté extrême a fortement diminué. Hein. Bon, c'est des chiffres de 2015, mais globalement, euh, que ce soit d'ailleurs les efforts pour la stabilité économique, ou que ce soit les efforts pour augmenter l'intensité de la spécialisation, et notamment au niveau international, eh ben ça a fait le job. Alors, en moyenne, ça a vraiment fait le job. Hein, c'est-à-dire qu'au niveau mondial, il y a eu une grosse, grosse, grosse croissance. Alors, ça a fait le job aussi pour les plus pauvres. Malheureusement, et on sait, c'est un petit peu ce qui pêche, hein, et c'est le sujet des critiques, c'est que ça a très très bien marché pour les 1% les plus riches. Euh, Ça a un peu moins marché pour tous les plus pauvres. Euh, Ça a marché quand même. C'est ça qu'il faut voir. Hein, donc, il y a des critiques qui subsistent, hein, et notamment, voilà, hein, il y en a qui préfèrent garder pour eux que de partager, et on ne peut pas réellement leur en vouloir. Hein. En tout cas, ils ont des bons arguments pour dire que, par exemple, ils ont mieux travaillé ou des choses comme ça, et une certaine forme de méritocratie, je pense, motive à travailler efficacement. Donc ça, c'est pas un souci. Hein, mais voilà, il faut mettre l'église au milieu du village et regarder que, effectivement, ça a bien fonctionné globalement, même si on a encore des progrès à faire. Hein, et on verra qu'on a d'autres problèmes. Hein. Mais voilà, d'un point de vue social, même si on n'est pas au bout de nos peines, il y a toujours des pauvres extrêmes. Il y en a toujours qui meurent de faim, hein, sur Terre. Hein, il faut pas oublier qu'on a beaucoup de chance ici en Belgique d'être aussi protégés socialement. Mais voilà, ça va quand même beaucoup mieux, et ça c'est notamment grâce à une certaine stabilité financière, et notamment grâce aussi à des échanges internationaux plus intenses. Hein. Et donc on essaie de continuer cette dynamique-là, hein, au travers de libéralisation, et c'est pour ça on en parle beaucoup au niveau politique aussi. Donc, David Ricardo émet 4 hypothèses qui sont rarement vérifiées. Hein, et c'est probablement le sujet quand on critique Ricardo, et c'est ce que vous avez pu voir aussi dans les documentaires qui étaient assez orientés à gauche que je vous ai montré. Hein, c'est ce qu'on va dire. Hein. La valeur du travail est égale au prix multiplié par la quantité de travail. Bof. Hein. Il y a quand même des gens, quand ils travaillent, ça leur rapporte plus que d'autres. Hein, il y a des travailleurs pauvres.
hein, donc ça, c'est pas tout à fait vrai et il y a effectivement une notion qu'il faut, heu, auquel il faut faire attention là, qui rend le modèle, moins vrai. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas vrai du tout, hein, ça veut dire que ça le rend moins vrai dans certaines circonstances. La concurrence est parfaite, ça c'est aussi pas vrai, hein. Je vous renvoie aux hypothèses de la concurrence pure et parfaite. Il y a immobilité des facteurs de production au niveau international. Ben ça, on sait que c'est pas vrai parce que toutes nos usines, elles sont parties là où la main-d'œuvre était moins chère. Donc ça nous a bien troué le pied, hein. Il y a moyen d'aller produire, hein, d'aller amener l'avantage qu'on avait dans un pays dû à un certain niveau industriel, aller l'amener à d'autres endroits. Donc ça rajoute de la complexité au modèle. Et puis, la productivité est constante en fonction des volumes. Ça, c'est aussi quelque chose qui n'est pas forcément vrai. Il y a un certain moment, on aura évidemment des économies d'échelle, hein. On va, avec le volume, produire plus pour moins cher. Il y a peut-être un moment aussi où on va atteindre les limites du système et on va avoir des économies d'échelle. Le fait de produire plus va faire qu'on va être moins productif pour certaines choses. En tout cas, c'est quelque chose qu'on va vouloir rentrer dans le raisonnement quand on va réfléchir au niveau international. Voilà, d'autres critiques plic-ploc. Sa théorie suppose le plein emploi. Or, on sait que le chômage est vraiment quelque chose avec lequel il faut dont il faut le tenir compte. Le coût de transport sont négligés, et alors ça, on sait que c'est pas vrai, même si c'est de plus en plus vrai que le transport coûte de moins en moins cher, ça coûte quand même quelque chose. Alors ça a probablement été une grosse, un gros point d'attention aussi quand on a libéralisé, le commerce international. C'est que certains pays, et évidemment on va essayer que ce soit nous, hein, on va essayer que notre travail ait une haute valeur ajoutée, c'est-à-dire qu'on soit mieux payé à l'heure et que, le travail des autres ait une faible valeur ajoutée. Alors le raisonnement a une enfin bon, c'est très agréable d'avoir une haute valeur ajoutée parce que ça veut dire que notre travail vaut cher et qu'en gros, on peut consommer plus que ceux qui ont un travail à faible valeur ajoutée, hein. D'ailleurs, c'est pour ça que vous faites des études. Mais ça veut dire aussi, à un certain temps, enfin pendant un certain moment, que si on a du travail qui n'est pas qualifié et que celui-là est aussi mieux payé, ça pose des problèmes de délocalisation pour aller chercher, hein, les salaires les moins hauts, hein. Et même si les personnes qualifiées coûtent moins cher, bah ça va aussi, hein, créer une délocalisation des forces productrices. Voilà. Euh, alors ça, c'est peut-être, moi quelque chose que je trouve très positif. Une spécialisation trop poussée entraîne une dépendance. Et ben, cette dépendance au niveau mondial, moi je la trouve, positive dans le sens qu'elle garantit une paix mondiale. Hein, et elle garantit aussi une envie de coopérer mondiale, hein. Il y a qu'à voir comment nos amis anglais doivent se mordre les doigts de passer à leur Brexit. Et ben, ça a probablement augmenté le prix d'un nombre de choses assez important. C'est mathématique, hein. Je pense que c'est réellement une erreur stratégique d'avoir fait ce Brexit. Heu, Autant pour eux que pour nous, hein, surtout en Belgique où notre port d'Anvers, commerce quand même pas mal, avec, le Royaume-Uni. Ça va nous faire du tort. Heu, mais voilà, ce serait en tout cas intéressant, c'est intéressant à suivre pour voir dans quelle mesure, cette vérité mathématique va s'appliquer, réellement. Mais par exemple, voilà, tout le secteur financier est en train de partir de la City, et parce que, on sent bien que le fait qu'il y ait des barrières douanières va les embêter. Hem
Donc, on a envie de maintenir, ce niveau de dépendance et ce niveau de dépendance nous empêche de faire la guerre parce que si on fait la guerre, faut tellement à la douane, il y a quelques problèmes supplémentaires et donc ça maintient une espèce de paix mondiale et je pense que quand on analyse, les chiffres sur le «taux de guerre» entre guillemets ou le taux de morts par conflit armé, eh ben, il est en train de diminuer de manière drastique, hein, même si on s'alarme encore de pas mal de choses. Je pense qu'au niveau mondial, le taux de conflit armé est, du fait de cette dépendance, en train de bien diminuer. Donc ça, c'est quelque chose de plutôt positif du modèle, hein, mais voilà. Alors, cas négatif, oui, il y a eu des problèmes, par exemple, avec des pays qui ont, complètement ouvert leurs frontières et prétextant, comment dire? Hem, prétextant le fait d'aller nourrir, certains pays pour moins cher, des pays qui subventionnent leur agriculture ont amené du riz dans des pays où traditionnellement il y avait une agriculture vivrière, donc ça veut dire qu'ils étaient moins productifs et qu'ils faisaient du riz plus cher. Et bah, tous ces fermiers qui grattaient la terre, ils n'ont plus pu vendre leur riz, excusez-moi, à un prix raisonnable vu qu'il y avait, du riz étranger qui était moins cher et donc tout le tissu agricole, c'est complètement désagrégé, gros chômage et tout ça et donc ça crée des déséquilibres, qui n'ont pas été évidents à récupérer. Voilà, donc ça, c'était une dépendance, voilà. Au niveau agricole, la dépendance, c'est quand même quelque chose, qu'on discute, voilà. C'est pas si évident on a envie, en tout cas, si jamais il y a un problème, de pouvoir subvenir à ses besoins alimentaires. Pam pam pam, voilà et en cas d'évolution de la demande, c'est clair que si vous êtes spécialisé dans quelque chose pour lequel il y a plus de marché, et ben, c'est compliqué après de se reconvertir, et on a parfois envie de pouvoir s'appuyer sur d'autres choses pour pouvoir se reconvertir, efficacement. Voilà, et l'idée de troc évidemment est restrictive, mais ça, c'est un autre programme. Voilà pour le cours, d'aujourd'hui. La fois prochaine, on va voir l'économie circulaire. On a pas mal de choses à dire de ce côté-là. Je vous souhaite donc une excellente semaine.